Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Business Class, l'émission économique du groupe La Semaine. Nous enregistrons aujourd'hui l'épisode de rentrée. Ça se passe toujours dans la magnifique salle Lyoté de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. J'en profite pour remercier la Chambre et son président François Pellissier, ainsi que nos deux autres partenaires qui rendent cette émission possible, l'Ordre régional des experts comptables du Grand Est, ainsi que la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Je remercie aussi les équipes de Y-Vision qui rendent l'enregistrement de cette émission possible. Émission que vous retrouverez sur notre site web lasemaine.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux et nos plateformes de podcast. J'en profite pour vous rappeler que Business Class fera l'objet d'un retour presse dans l'hebdomadaire La Semaine de jeudi, ainsi que dans le mensuel Éco Grand Est. Pour ce nouveau numéro, j'ai l'honneur d'accueillir Nathalie Vaxelaire. Bonjour Nathalie. Bonjour Jonathan. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Merci de m'accueillir dans cette belle salle. Bon, bien installée? Très bien, merci. Heureuse d'être avec nous, tout va bien? Oui, bien sûr. C'est parfait, c'est parfait. Alors écoutez, je vais vous laisser largement le temps de vous exprimer pendant cette heure d'émission qu'on va avoir ensemble, mais permettez-moi quand même de vous présenter. Vous présidez la société Tran à Golbet, dans les Vosges, un fabricant de climatiseurs, pompes à chaleur et autres matériels de climatisation. Et vous êtes la nouvelle présidente de l'UIMM, alors on peut rappeler UIMM pour Union des industries et métiers de la métallurgie. Vous succédez à ce poste à Hervé Baudoin. Chacun l'aura compris, on va parler beaucoup d'industrie pendant cette émission, mais avant j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, celui qui vous a mené jusqu'à la présidence de cette belle société industrielle qui compte aujourd'hui 700 collaborateurs. Alors effectivement, beaucoup de choses à dire. Alors tout d'abord, écoutez, je suis vosgienne, je suis née à Cornimont. Près de Remiremont. Alors Cornimont, c'est entre la Bresse et Remiremont, on va dire, enfin c'est plus près de la Bresse. J'ai grandi à Rochesson, c'est un petit village tout près de Gérardmer, donc purement vosgienne, purement lorraine, donc mes racines sont bien lorraines. J'ai 3 frères, j'étais l'aînée. Mon papa était bûcheron, ma maman tisserande, donc une famille tout à fait modeste et une famille pour laquelle la valeur travail a toujours été d'une importance forte. Très bien. Qu'est-ce que vous avez suivi un parcours d'études? Alors en fait, mon parcours a été un petit peu focalisé sur l'envie de réussir. Alors, ma maman m'avait dit, ma fille, tu iras travailler à l'usine à 16 ans. Donc, l'usine, c'était le tissage du village. Moi, j'avais envie un petit peu d'aller plus loin. Donc, j'ai beaucoup travaillé au collège, au lycée, en classe prépa. J'envisageais autre chose. Alors, paradoxalement, je ne sais pas, vers 13-14 ans, j'avais envie d'être expert comptable. Alors, je me suis dit, allez, je vais travailler pour ça, mais j'avais envie d'avoir la vision large de l'entreprise. Donc je me suis dit, tu vas faire expert comptable, mais tu vas faire aussi une école de commerce. C'est comme ça, tu vas bien comprendre tous les rouages de l'entreprise qui va te permettre de mieux analyser les chiffres après coup. Donc du coup, je me suis retrouvée à Clermont-Ferrand. Donc un matin, avec mes 2 valises, j'ai pris le train à Épinal, direction Clermont-Ferrand. Et donc j'ai fait mon école de commerce à Clermont-Ferrand et en même temps j'ai fait une licence et ensuite une maîtrise en sciences et techniques comptables et financières en parallèle. Alors évidemment, le travail, vous avez compris, c'était quand même prenait une place importante dans ma vie puisque mener les 2 cursus en même temps, c'était prenant. Mais en tout cas, ça m'a permis, au terme de ces 3 années, d'obtenir mon DECF et d'obtenir le diplôme de l'école de commerce. Donc j'avais les 2 casquettes et je pouvais entrer dans la vie active. À ce moment-là, on est quand même assez loin de l'industrie. Alors tout à fait, oui. Alors le pas, vous allez voir des fois, c'est incroyable. Donc j'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'audit parce que pour être expert comptable, il faut quand même travailler en cabinet pendant un certain nombre d'années pour déposer son mémoire, le soutenir et ensuite passer les examens finaux. Donc j'ai travaillé 4 ans chez Ernst & Young à Strasbourg. Et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir beaucoup d'activités différentes, des industries bien évidemment, de toutes sortes,
et des services, en passant par la banque, etc. Donc c'était vraiment toujours dans l'objectif que je m'étais fixé, de bien comprendre mon environnement. Donc ça s'intégrait tout à fait dans cet axe-là. Et puis, un vendredi, je me souviendrai toujours, un vendredi de novembre, j'étais chez un client à Metz, et puis on m'appelle, on me dit, écoute, demain, il faut que tu sois en renfort sur le contrôle d'un inventaire physique chez Tran, à Charmes. Moi, j'ai dit, ok, bon, bah, j'y vais. Et voilà, ma première expérience chez Tran, c'était un samedi matin, il faisait très très froid. Je n'étais pas équipée pour l'inventaire parce que ce n'était pas prévu, donc j'étais en petit tailleur, on était dehors, je m'en souviendrai toujours, j'ai eu très froid. Et le soir, j'ai dû jeter mes escarpins parce que dans l'usine, il y avait plein de copeaux de cuivre et ben, ils n'ont pas résisté à cette expérience. Alors je vais vous dire, quand vous commencez dans la vie professionnelle, que vous devez rembourser votre prêt étudiant, une paire d'escarpins, ça marque. Donc ça, c'était ma première expérience chez Tran. Tran est devenu ensuite un de mes clients et on m'a proposé quelques années plus tard de rejoindre cette entreprise. Alors j'ai accepté parce que bon, j'avais terminé, j'étais diplômée, j'étais expert comptable et j'avais envie d'approfondir tout ce qui était lié au commerce international, entre le crédit documentaire, les documents, enfin les douanes, etc. C'était quelque chose qui manquait encore à ma formation. Donc je me suis dit, ok, j'y vais, allez, 1, 2, 3 ans, ça va être parfait. Et puis, bah, paradoxalement, ça fait 30 ans que j'y suis. 30 ans que tous les matins, je vais à l'usine. Comme quoi, les mamans ont toujours raison. Et bah, 30 ans que je m'épanouis dans ce rôle. Alors évidemment, je n'ai pas toujours été présidente. Hein, j'ai gravi les différents échelons progressivement. Quel a été votre parcours dans la société, du coup, pour arriver jusqu'en haut? Eh bien, effectivement, j'ai eu des opportunités. Alors, mon message, il est aussi le suivant. Quand on vous offre une opportunité, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller. Parce que j'ai été embauchée pour un rôle et 6 mois après, on m'a demandé de remplacer quelqu'un. Alors, j'aurais pu dire non. Je suis dans mon rôle, je suis seulement en train d'apprendre, mais non, j'y suis allée et puis progressivement, j'ai pris plus de responsabilités. J'ai participé à des projets de mise en place de ERP au niveau de l'Europe. Vous êtes sorti de votre zone de confort, quoi, absolument, hein, toujours. Quoi. Absolument. Alors bon, après la jeunesse, c'est plus facile peut-être, hein, mais en tout cas, parfois on se pose des tas de questions. Je ne me les suis pas vraiment posées, j'y suis allée. Donc j'ai appris à découvrir d'autres usines dans le groupe. On m'a demandé de les superviser à un moment au niveau financier. D'autres usines? Parce que c'est vrai que le groupe, on pourrait en dire un petit mot, peut-être? Oui, absolument. Donc quand je suis rentrée chez Tran, c'était le groupe American Standard qui, en 2008, a été racheté par Ingersoll Rand. Donc au fil des années, plus d'entreprises, plus d'usines, parce que moi j'étais plutôt centrée sur les usines. Donc au début, c'était... les Vosges, 2 sites, donc Golbey et Charmes. Ensuite, on a eu Colchester, on a eu Le Caire. Et puis après, il y a eu le périmètre Ingersoll Rand avec d'autres sites en République tchèque, en Espagne, en Irlande. Donc, ça s'est étoffé petit à petit. Et c'est sur cette base-là que j'ai aussi bâti mon expérience. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des personnes formidables. Enfin, tout au long de ma carrière, je crois que j'ai beaucoup appris. Et j'apprends toujours. Et je crois que c'est un peu le nerf de la guerre. Mais il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause, de changer d'orientation. Oui, on comprend que c'est une chance que vous avez quand même su provoquer. Hein, oui, certainement. Mais j'ai eu aussi beaucoup de chance de rencontrer des leaders qui m'ont appris beaucoup de choses, qui ont été auprès de moi pendant des années, qui m'ont fait grandir, qui m'ont passé leur expérience, qui m'ont aidé à aller plus loin, à réfléchir, à penser autrement. Donc tout cela a contribué aussi à ma carrière. Je veux dire, la carrière, il y a vous et puis il y a les autres. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des collègues extraordinaires, j'ai eu des coachs extraordinaires, j'ai eu des patrons extraordinaires. Et c'est ça aussi qui fait qu'on grandit dans une entreprise peut-être plus vite. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et le jour où vous devenez présidente du groupe Tran? Alors, le jour où je deviens présidente de Société Tran, c'était en 2011. Et c'est vrai que je voyageais beaucoup auparavant et j'avais dit à mon patron, j'aimerais bien me recentrer sur la France. Et il y avait pas mal d'usines sur la France, en dehors de Tran,
dans le groupe Ingersoll-Rand. Donc il m'a dit, écoute, on prend la présidence, puis il y a pas mal de choses à faire au niveau de la France pour unifier l'organisation, simplifier. Donc j'ai pris le challenge. Et aujourd'hui, votre feuille de route, puisqu'on est toujours dans la société Tran, quelle est-elle, cette feuille de route, en tant que présidente? Sur les 2-3 ans à venir, peut-être? La croissance, clairement, l'innovation, recherche et développement. Je veux dire, ça fait plus de 10 ans qu'on a notre propre centre de recherche et de développement, qu'on continue à avancer sur l'optimisation de l'efficacité énergétique. On a mis en place des réfrigérants verts, donc on continue à travailler sur ces domaines-là. On a effectivement aussi beaucoup innové sur l'optimisation des pompes à chaleur. Ouais. On voit qu'aujourd'hui, décarbonation oblige, c'est un outil, c'est un vecteur de succès. Donc on l'optimise pour nos clients, parce que nous, aujourd'hui, on veut aider les industriels à se décarboner. Donc on a travaillé beaucoup dans cet axe. Alors, la base historique, effectivement, c'est l'industrie, l'agroalimentaire, la santé. Mais aujourd'hui, on se développe grâce aussi à des nouveaux opérateurs, ou en tout cas à des activités émergentes telles que les usines de batteries électriques, le microélectronique ou les data centers, les centres de données. Donc nous, on a beaucoup axé nos développements sur ce type d'activités pour être leur interlocuteur privilégié et travailler ensemble pour répondre à leurs besoins. Comment vous gérez cette concurrence asiatique dont on entend parler et de plus en plus? On pense à ArcelorMittal, par exemple, qui a fait un communiqué il n'y a pas longtemps pour dire qu'ils avaient eu une baisse de 12,7% de leur chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 2024, liée à une surproduction d'acier chinois qui inonde le marché mondial et qui se répercute sur les prix. On a aussi Saint-Gobain PAM qui doit lutter cette fois-ci contre une concurrence indienne sur son marché de la fonte ductile. Et vous êtes aussi positionné sur un marché très concurrentiel, notamment en Asie. Comment vous gérez tout ça? Là, je vais plus répondre au travers de ma casquette UMM Lorraine, parce qu'en fait, tous les industriels de la métallurgie en Lorraine rencontrent les mêmes phénomènes. Alors, il y a eu un premier phénomène suite à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est l'augmentation de l'énergie. Augmentation de l'énergie qui a créé de l'inflation, qui a généré de l'inflation. Donc aujourd'hui, en France, c'est vrai qu'on a un super modèle social, mais qui a un coût, et que cette inflation a renchéri le coût. L'énergie, n'en parlons pas, c'était parfois multiplié par 10 pour certaines entreprises qui n'étaient pas couvertes. Donc on est passé de 45 à 450 € le mégawatt, brutalement, sans possibilité d'alternative. Donc tout ça déjà a commencé à obérer un petit peu la rentabilité des entreprises. Et puis aujourd'hui, effectivement, l'environnement international a encore évolué, puisqu'en fait, on a des mesures qui ont été mises en place tant aux États-Unis ou en Asie pour protéger leur industrie et relancer, voire faire un petit peu de dumping de temps en temps. Quand vous parliez tout à l'heure de l'acier chinois, de temps en temps, on se demande comment ils peuvent arriver avec des prix rendus aussi bas. Mais c'est vrai que ça bouleverse totalement l'équilibre et ça met à mal la rentabilité des entreprises en Europe. Je vais même aller au-delà de la France, parce qu'aujourd'hui, on a des voitures qui arrivent de Chine, qui sont bien équipées et qui sont à des prix défiant toute concurrence par rapport à un modèle européen. On va même au-delà de la France, au niveau européen. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la concurrence, c'est important, d'où l'importance stratégique d'investir. Je veux dire, aujourd'hui, il faut soutenir encore et encore l'industrie, il faut l'aider et surtout provoquer la recherche et le développement, l'innovation. On doit être précurseur sur des nouveaux outils, sur de nouvelles méthodologies. Effectivement, il faut décarboner, effectivement, il faut avancer, mais il faut vraiment qu'on avance tous, la main dans cette direction pour rester compétitifs. Et même les plus petites entreprises, parce que c'est vrai que là on prenait des exemples, Saint-Gobain PAM, ArcelorMittal, qui sont évidemment des mastodontes de l'industrie, mais est-ce que les plus petites structures, les PMI, les TPI, est-ce qu'elles peuvent aussi investir à leur niveau ou est-ce qu'elles sont touchées déjà par cette concurrence asiatique ou pas trop, elles ont leur marché local qui fonctionne? Elles sont touchées
clairement par la concurrence d'une manière générale. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'en France, on a un modèle particulier, puisque quand on regarde dans la métallurgie, 90% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés. Alors c'est un maillage hyper important, puisqu'en fait, il y a une agilité qui n'est pas la même que dans une grande entreprise. C'est super important, et puis ça aide énormément les grandes entreprises. Ceci étant, la facilité de négociation de ces entreprises n'est pas la même que celle d'une grosse entreprise. Donc il faut en avoir vraiment conscience. Et aujourd'hui, pour elles, parfois, c'est très critique. Parce que si vous payez plus cher vos composants que votre concurrent, déjà vous êtes obéré au niveau de la trésorerie, de votre rentabilité. Et puis votre client en face, il ne va pas être plus sympathique parce que vous fabriquez en France. Parfois, oui, il y a une tolérance. C'est la même chose que pour vous. Je veux dire, vous allez faire vos courses, vous avez le choix entre une paire de chaussettes made in Vosges et une paire de chaussettes made in China. Ok, vous allez peut-être accepter de payer 10% pour un made in Vosges, mais peut-être pas accepter de payer 30% de plus pour du made in France, made in Vosges. Donc les clients ne sont pas encore tout à fait prêts à accepter un tarif Non, alors nous, ce qu'on essaye de faire au travers de l'UMM, c'est de parler RSE, par exemple, de dire nous, on vous propose un label RSE UMM, comme ça vous pouvez vous prévaloir auprès de vos clients de ce label, de cette responsabilité, et peut-être que ça peut nous aider à contrecarrer une partie de la perte de compétitivité. Donc c'est des arguments qu'on met en œuvre et qu'on déploie. Aujourd'hui, on a à peu près 120 adhérents qui ont déjà passé sur cette démarche. D'accord, on va revenir tout de suite sur l'UIMM. Avant ça, pour finir quand même sur votre parcours personnel, je crois que vous êtes une fan et une admiratrice de Marie Curie. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Écoutez, je trouve que déjà, c'est une femme qui a eu énormément de courage parce que elle ne pouvait pas suivre d'études universitaires. Ce n'était pas autorisé aux femmes en Pologne à ce moment-là. Donc, elle est venue en France. Ça a été la première femme qui a reçu le prix Nobel. Elle en a même reçu 2. Donc, je trouve ça extraordinaire. La première femme qui a dirigé un laboratoire universitaire en France. Et puis, écoutez, je crois que tout ce qu'elle a fait, ses travaux, nous ont rendu collectivement de nombreux services. Je parle du rayon X. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas découvert ça? Je parle de la radioactivité. Regardez les applications aujourd'hui. Donc, son travail, je dirais même son sacrifice, parce que bon, elle en est décédée. Elle est décédée suite à des problèmes liés à la radioactivité, mais son travail, son sacrifice sont extraordinaires. Pour moi, c'est une grande femme. Une grande femme et donc un exemple à suivre. Oui, elle m'inspire. Elle vous inspire. Mais vous aussi, vous avez un côté inspirant pour les femmes et les hommes d'ailleurs. Vous étiez d'ailleurs au Conseil national pour la mixité et l'égalité dans le milieu professionnel, ce qui vous permet de faire remonter des problématiques jusqu'au gouvernement, très haut. Écoutez, en fait, pour moi, c'est important. On parle de recrutement, on parle de difficulté de trouver des talents. 50% des talents sont des femmes. Et aujourd'hui, femmes et industrie, ce n'est pas antinomique. Je veux dire, on peut faire carrière dans l'industrie, on peut occuper tous les postes. Je ne pense pas qu'il y ait un poste aujourd'hui qui ne puisse pas être occupé par une femme, parce que tous les problèmes liés au poids, tout ça, l'ergonomie, ça a été réglé. Je veux dire, on a de nouveaux outillages, on a de nouvelles technologies, donc ça, ce n'est plus un problème quelconque. Aujourd'hui, on peut faire carrière dans l'industrie, les salaires sont meilleurs dans l'industrie, donc je pense que les femmes doivent regarder l'industrie avec un œil différent. Et c'est aussi ce que je veux faire, changer l'image, changer notre image et montrer que oui, il y a plein de femmes qui réussissent aujourd'hui dans l'industrie. Alors si je peux être un exemple, tant mieux, mais il y en a tellement d'autres. Moi, je suis très fière quand je traverse les ateliers, que je vois des femmes qui assemblent nos machines, etc. À tous les niveaux de la chaîne de l'entreprise, les femmes sont là et progresse petit à petit. Aujourd'hui, 30% des femmes dans l'industrie, c'est pas encore assez, c'est clair, mais on progresse petit à petit et je pense qu'il faut de plus en plus parler de ces femmes qui sont passionnées dans l'industrie aujourd'hui. Et pour ça, il y a aussi Capital Filles. Alors oui, ça c'est une autre opportunité, c'est coacher des jeunes des jeunes filles qui sont en classe de terminale et leur insuffler de travailler sur
d'autres activités que celles auxquelles elles auraient pu penser. Ceci dit, on n'est pas là pour les influencer, mais leur ouvrir l'esprit sur tout ce qui est possible en termes de carrière. Au niveau technique, scientifique, il y a plein d'opportunités. Donc il ne faut pas se fermer. Encore une fois, tout est possible et les formations scientifiques sont bien évidemment ouvertes aux femmes, comme les formations techniques, et de belles carrières à la clé, sans nul doute. Le pourcentage de femmes dans les industries en Lorraine, il est combien? C'est à peu près le même qu'au niveau national, hein, à peu près 30%. 30%. Ouais. Et chez vous, chez Tran, du coup? Alors, on est un petit peu au-dessus, mais on progresse aussi progressivement parce que attirer les femmes dans les ateliers, c'était pas facile. Maintenant, ça y est, c'est chose faite. Hein, c'est rentré un petit peu dans nos habitudes, mais il faut convaincre les jeunes filles de venir chez nous. Alors, c'est pas évident parce qu'elles ont parfois une image de l'industrie, je ne veux pas dire qui est ancienne, mais voilà, on n'a pas beaucoup communiqué. Alors, c'est un peu notre faute, hein, nous, industriels, hein, on n'a pas forcément montré toutes les évolutions de ces 20 dernières années, parce qu'en 20 ans, tout a vraiment fondamentalement changé. Enfin, je veux dire, je vous ai parlé de mon arrivée chez Tran il y a 30 ans avec mon problème d'escarpin, mais en fait, aujourd'hui, je pourrais y aller pieds nus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas autorisé. Maintenant, on a tous des chaussures de sécurité. Là n'est pas le problème, mais tout a changé. L'environnement, on ressort pas sale. Enfin, je veux dire, tout a changé. Enfin, mais parfois, dans l'inconscient collectif, on est resté sur des images qui n'étaient certainement pas fausses, mais qui datent. Donc aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de refaire découvrir l'industrie au travers de portes ouvertes, au travers de manifestations. Enfin, on va en parler tout à l'heure, j'imagine, avec Show Industrie, mais c'est tout un enjeu parce qu'il faut changer les états d'esprit et l'inconscient collectif. Et c'est vrai que les parents, parfois, ont été marqués par les difficultés industrielles des années 70, les reconversions. Mais les reconversions, elles sont là. Enfin, je veux dire, on est toujours de très très beaux départements industriels, que ce soit la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Meuse ou la Moselle. Donc on a su prendre le tournant et on est toujours là. Il y a toujours un petit peu ce sentiment de l'industrie comme voie de garage. Et pourtant, je veux dire, on parle de RSE, on parle d'environnement, mais les changements ne seront pas possibles sans l'industrie. Tout ce que vous consommez au quotidien, ça vient de quoi? De l'industrie. Dès le matin, le petit déjeuner, l'agroalimentaire, l'eau, l'électricité, le téléphone, la voiture, le train, l'avion. Tout est industriel. Il n'y a pas un élément qui ne soit pas industriel autour de nous. Regardez cette table. Enfin, je veux dire, sans industrie, le verre, l'acier, tout y est. Sans l'industrie, on n'est rien. Mais on l'a oublié. On l'a oublié. Mais c'est vrai que, ceci dit, on l'a oublié, mais le Covid nous a rappelé au bon souvenir de l'industrie quand même. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que sans une industrie forte, il n'y a plus de souveraineté. On ne peut pas avoir que des services. Hein. Et qu'effectivement, on a été mis à mal à un certain moment parce qu'il n'y avait plus de masques, il n'y a plus de tout ça. C'est parce qu'on n'avait plus au niveau industriel européen cette capacité. Mais on a su rebondir. Hein. Il y a quand même pas mal d'industriels qui ont été là, prêts à proposer des masques, etc. Et puis, on a vu que l'industrie était importante et qu'on a pu redémarrer progressivement bien en amont du reste des activités. Mais sans cet apport de l'industrie, je pense que de toute façon, notre modèle économique et social en France, il est mis à mal. Parce qu'il faut une industrie forte pour un emploi fort. Hein. Je veux dire, l'industrie, c'est quoi? 3,5 millions d'emplois directs. Et on a toujours... Et en Lorraine, combien? L'industrie, dans le Grand Est, c'est un peu plus de 600 000 personnes, pardon, oui, excusez-moi. Hein. Donc c'est quand même important. Part importante par rapport à la France. Dans le Grand Est. Et puis c'est vrai qu'un emploi industriel direct génère 4 emplois induits. Pourquoi? Parce que les familles, elles vont grandir, elles vont investir, elles consomment. Donc il y a tout cet aspect-là qu'il faut avoir en tête. Donc une industrie forte pour la souveraineté, pour la croissance, pour les impôts que ça rapporte aux collectivités, parce qu'une industrie forte, c'est un territoire prospère et attrayant. L'industrie comme ascenseur social, l'industrie comme colonne vertébrale de l'économie. On croirait un petit peu entendre Hervé Baudouin, qui était votre prédécesseur. À l'UIMM, vous en êtes devenu
la présidente en avril dernier, donc de l'UIMM Lorraine, en remplacement justement d'Hervé Baudouin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'UIMM Lorraine? Qu'est-ce que c'est finalement? Alors l'UIMM Lorraine, c'est avant tout un syndicat patronal de la métallurgie. 1600 entreprises en Lorraine à peu près? Oui, à peu près 1600 entreprises, 49 000 salariés. Donc voilà un petit peu l'ordre de grandeur de la métallurgie en Lorraine. Alors la métallurgie, c'est aussi un certain nombre de métiers complètement différents, parce que souvent on pense le travail des métaux. Vous aviez cité Arcelor tout à l'heure. On pense automobile, mais il y a aussi plein d'autres applications au niveau de la santé, au niveau de l'horlogerie par exemple. Enfin, il y a beaucoup d'applications dans nos activités qui vont même jusqu'à la maintenance. Donc c'est large, un spectre de métiers très large, important. Donc l'UIMM, c'est un syndicat patronal. L'objectif avant tout, c'est de défendre nos intérêts, parce que parfois on oublie l'industrie, parfois on oublie la métallurgie. Donc c'est important de monter au créneau et de dire stop, attention, là il y a des décisions qui vont être prises qui peuvent avoir un impact important sur nos activités, sur nos entreprises, sur nos salariés. Parce que les entreprises, avant tout, sont des femmes et des hommes qui au quotidien travaillent à produire, à inventer, imaginer des produits de demain. Donc c'est important d'avoir ça en tête. C'est important qu'effectivement on puisse remonter les soucis qu'on peut rencontrer. Donc ça c'est le premier point. Et vous avez le sentiment d'être écouté? Parce que vous voulez remonter jusqu'où ces problématiques on les remonte auprès de nos instances parisiennes qui elles-mêmes travaillent avec le MEDEF, travaillent avec le gouvernement. Donc on essaye de faire remonter au plus haut niveau et voir aussi si les problématiques que l'on peut rencontrer en Lorraine sont convergentes avec d'autres régions. Parce que parfois, il y a des spécificités. Les fuites de compétences, entre guillemets, vers le Luxembourg, c'est un petit peu une spécificité. Ceci étant, quand on parle avec nos collègues de Savoie, ils ont le même problème avec la Suisse. Donc on essaie aussi de travailler ensemble parce qu'en fait, il n'y a pas une solution différente par territoire. Je pense qu'il faut mettre en commun nos ressources et travailler sur une solution pérenne qui soit la même pour tout le monde parce que bon, c'est pas utile de multiplier le nombre de travaux et de solutions. C'est vrai que d'autant que la Haute-Savoie est aussi un territoire très puissant au niveau industriel, comme peut l'être la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges d'ailleurs. Les Vosges, tous nos territoires ont un rôle important. Alors c'est vrai qu'au niveau des métiers de la métallurgie, la prépondérance en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, en Meuse, c'est l'automobile, et dans les Vosges, les produits métalliques. Donc on voit bien un petit peu, ça concrétise ce qu'on voit autour de nous au quotidien. Je veux dire, on connaît des grands noms de l'industrie automobile qui sont implantés sur nos territoires, évidemment. Quelle relation vous avez avec l'UIMM Grand Est ? L'UIMM Grand Est réunit l'UIMM Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne. L'idée, c'est de réfléchir à des solutions communes. Je l'évoquais tout à l'heure, on ne va pas multiplier les solutions et les efforts. Donc l'idée, c'est de travailler d'une voie commune sur un certain nombre de choses, que ce soit au niveau politique, si c'est nécessaire, que ce soit sur les solutions qu'on veut déployer pour nos adhérents. Et vous, là, en tant que présidente, quelle est votre feuille de route pour votre mandat ? Les trois priorités, vraiment. En fait, les trois priorités, faire entendre notre voix, j'en ai parlé. La deuxième, c'est proposer des outils à nos adhérents, parce qu'on a de plus en plus de contraintes qui s'imposent à nous. Et je pense que c'est notre rôle de mettre en place des solutions agiles pour nos adhérents, de manière à ce qu'ils puissent répondre plus facilement aux obligations. Comme l'audit RSE, on y reviendra un petit peu plus tard. Comme l'audit RSE, on est un bon exemple. Et puis l'autre élément, c'est les compétences. Parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, l'industrie sans femmes et sans hommes, ça ne fonctionne pas. Donc les compétences, c'est tout au long de la vie. C'est-à-dire, c'est la formation, notamment en apprentissage, en alternance. Ensuite, c'est la formation du salarié tout au long de sa carrière.
et la formation des gens qui sont en reconversion. Donc tout ça, c'est un panel de choses qu'il faut qu'on intègre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est connu aussi l'UMM pour notre pôle formation. C'est avant tout 9 centres de formation en Lorraine. D'ailleurs, c'est la grande rentrée aujourd'hui. Oui. Donc voilà, ça me permet de rebondir sur ce point. Et c'est vrai que chaque année, nous formons 2000 alternants, donc du CAP à l'ingénieur. C'est pas, parfois, on a des images de l'alternance qui sont erronées, donc le spectre est large. Et puis, nous formons 4000 salariés en formation continue et à peu près 500 demandeurs d'emploi. Donc, voilà un petit peu ce que nous faisons. Les formations sont évidemment adaptées aux besoins des entreprises. On forme vraiment aux métiers dont on a besoin, et ce qui nous permet aussi d'avoir un taux de 90% d'emploi à la sortie de nos formations. Donc ça, c'est important, parce que les compétences, c'est la clé de voûte. Un territoire sans compétences, ça ne marche pas, ça ne fonctionne plus. Je veux dire, c'est toute la richesse de nos entreprises. Donc, c'est important qu'on y travaille et qu'on soit là en soutien aux entreprises pour les aider à évoluer, à se transformer aussi. Parfois, il y a des reconversions nécessaires. Donc, on est là aussi pour mettre en place les outils nécessaires à la reconversion et au développement des bonnes compétences, celles dont on a besoin pour le futur. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'industrie du futur ou d'industrie 5.0. Et à la fois, la France est un petit peu en retard sur certains points. Je pense à la robotisation notamment. 163 robots pour 10 000 employés en France, quand il y en a 1100 pour 10 000 employés en Corée du Sud. On est très en retard là-dessus, et pourtant c'est l'avenir. Enfin, on parle beaucoup d'industrie 5.0, à la fois, est-ce qu'on est prêt vraiment ? Je veux dire, investir, c'est une grande décision quand même pour une entreprise. Mais bon, je pense que les efforts d'investissement ont été là ces dernières années. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de systèmes de subventions qui ont été mis en place et qui aident les entreprises à faire le pas, parce que il faut aller vers l'avenir. Et franchement, aujourd'hui, dans cette période d'incertitude dans laquelle on est, c'est pas évident de prendre la décision d'investir. Mais bon, je pense que malgré, effectivement, les chiffres sont les chiffres, mais les chiffres, c'est un regard derrière soi, c'est pas un regard devant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même décider d'investir, de changer leur process, de leur manière de voir les choses. Et quand on visite certaines entreprises, on se rend compte qu'elles ne sont pas 1.0 ni 2.0, c'est bien au-delà. En tout cas, toutes ces entreprises, on pourra les rencontrer lors de l'événement Show Industrie, donc les 22 et 23 novembre au Parc des Expositions de Metz. On peut rappeler que c'est un événement organisé une fois tous les 2 ans, dont Hervé Baudouin a été l'initiateur en tant que président de l'UIMM Lorraine et de France Industrie Grand Est, à l'initiative aussi le groupe La Semaine, et puis Metz Expo. Ce sera votre première grande sortie en tant que présidente? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel événement, d'une telle manifestation? Moi, je trouve que c'est un beau challenge, parce qu'on utilise l'opportunité d'avoir un salon de l'orientation qui va réunir… Pour une action, hein. Oui, c'est ça. À une vitrine de tous les savoir-faire de la région. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, il faut réconcilier les jeunes, les familles avec l'industrie. Et le meilleur moyen, c'est de leur montrer ce qu'on fait. Et souvent, les jeunes, ils sont ébahis. Ils disent « Waouh, c'est comme ça ?» Oui, c'est comme ça. Derrière le smartphone qu'on regarde, etc., qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses qu'on oublie de montrer. Et je trouve que c'est une super idée. Et que, encore une fois, on va s'investir énormément dans cet événement, parce que c'est l'image de l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui, et non pas celle qu'il y avait avant-hier ou avant-avant-hier. Donc c'est important de montrer, parce que je disais tout à l'heure, il faut ouvrir les portes de nos entreprises. Ce n'est pas toujours facile, mais là c'est une belle opportunité qu'on a de montrer un petit peu tout ce qui a changé ces dernières années, que ce soit au niveau des technologies, des procédés, des processus. Enfin, il y a une réelle révolution qui s'est mise en œuvre ces 10 et 15 dernières années. Donc, autant partager ça avec les jeunes pour leur insuffler la passion qui nous motive au quotidien, parce qu'en fait, nous sommes passionnés, mais il faut aussi qu'on arrive à convaincre les jeunes que c'est super intéressant pour eux, qu'ils vont pouvoir changer le monde en venant travailler dans l'industrie, parce qu'on ne changera rien si on ne change pas l'industrie. Donc, et c'est nous qui inventons les produits de demain.
décarboner, on y travaille au quotidien depuis des années. On invente des solutions. Donc c'est avec nous qu'il faut venir travailler pour l'environnement parce que c'est notre day-to-day, c'est notre préoccupation quotidienne, c'est notre ADN. Et donc justement, vraiment, l'idée, c'est de séduire les jeunes en leur montrant un petit peu, il y aura des stands avec des grands groupes, des entreprises qui présenteront leur savoir-faire, qui montreront leurs compétences, c'est ce qu'on dit. Et puis, il y aura aussi des youtubeurs. Enfin, le but, c'est aussi de parler aux jeunes. C'est peut-être un peu ça, la communication qui manquait aux industriels, qu'on est en train de... Effectivement, parler aux jeunes avec un langage de jeunes, démystifier, parce qu'on utilise peut-être des terminologies qui sont un peu trop industrielles, un peu trop techniques, scientifiques, mais démystifier au travers de ces youtubeurs, etc., qui vont insuffler, décomposer. Enfin, il y a 2 ans, on avait parlé du papier, mais il avait expliqué très simplement la technologie, etc. Et je trouvais que c'était vraiment très accessible. On avait eu Jamie Gourmaud aussi. Oui, exactement. Donc, on avait eu quand même quelques épisodes très intéressants qui avaient permis aux jeunes de mieux comprendre et, je l'espère, d'être passionnés ou en tout cas d'avoir un intérêt différent pour nos activités et nos métiers. Rendez-vous les 22 et 23 novembre. Absolument. On parle beaucoup aussi, et pendant cet événement Choix Industrie, on parlera beaucoup donc de décarbonation, c'est ce qu'on a dit, et c'est vrai que c'est l'enjeu majeur, on le voit dans les grands groupes, on peut reprendre quelques exemples, Saint-Gobain, PAM qui remplace ses cubilots actuels par des fours électriques. On a Novacarb qui veut sortir du charbon avec ses unités de CSR, combustible solide de récupération. C'est pareil à Solvay, à Dombasle. Enfin, voilà, on a vraiment l'impression que les grands industriels investissent des millions et des millions d'euros. Saint-Gobain PAM, le but, c'est de réduire de 62% les émissions de CO2, ce qui est vraiment énorme, quoi. Comment vous sentez quel sentiment vous avez par rapport à ça ? Je pense que c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, tous les industriels aujourd'hui cherchent à réduire leur consommation, que ce soit d'énergie ou même d'eau, etc. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on a mis en place, qu'on a mis en place depuis un certain temps déjà. On y travaille. Nous-mêmes, par exemple, nous travaillons sur l'électrification du chauffage. Ça contribue à la décarbonation. Utiliser tout ce qui est gratuit, c'est-à-dire l'air, l'eau, le sol, pour générer du froid ou du chaud. Donc vraiment une dimension différente, on n'est pas obligé de toujours brancher ou d'utiliser des combustibles. Penser différemment en fait, vraiment tout le monde s'emploie à penser différemment, développer des produits qui consomment beaucoup moins d'énergie sur leur cycle d'utilisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est enclenché et à tous les niveaux. Oui, tous les industriels, on a l'impression que on parle à chaque entreprise et tout le monde nous dit que chaque dirigeant essaye de faire quelque chose à son échelle pour décarboner, plus ou moins, des choses plus ou moins grandes avec ses moyens. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un élan vraiment. L'émission de CO2 de l'industrie a réduit déjà. Donc ce n'est pas le premier émetteur. Souvent on pense que l'industrie c'est le premier émetteur de CO2, ce n'est pas le cas, c'est les bâtiments. Donc il faut quand même le rappeler. C'est important parce que dans l'inconscience collective, souvent l'industrie c'est le pollueur. Non, ça fait longtemps qu'on travaille sur tout ça, les rejets, tout ça, ça fait longtemps que c'est maîtrisé. Les émissions, des fois on voit des fumées, mais oui, mais en général c'est que de l'eau, il n'y a rien d'autre. Donc tout ça, c'est des processus qui ont été mis en place ces 30 dernières années. Tout le monde a travaillé sur ça. Mais maintenant, effectivement, il y a une remise en cause fondamentale et qui passe par des investissements importants. Et les petites entreprises, comment elles peuvent se saisir aussi de ça? C'est des petites actions? Écoutez, vous savez, moi je connais des petites entreprises dans les Vosges qui travaillent énormément sur le recyclage de l'eau, c'est-à-dire qu'elles travaillent en circuit fermé, donc elles n'utilisent plus l'eau. Elles travaillent sur leur consommation énergétique, les lampes à LED, il y a plein de petites choses qui se font très facilement. Oui, mais qui mis bout à bout. Et qui bout à bout aboutissent quand même à une différence au niveau de la consommation énergétique. Et puis le surcoût de l'électricité pousse encore plus à réduire sa consommation. Et donc toute cette décarbonation, ça rentre dans la politique RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Et l'UIMM, justement,
accompagne les entreprises. C'est un de vos chantiers, on peut dire. C'est cet audit RSE. En quoi ça consiste et qui peut en profiter? Alors, c'est réservé aux adhérents de l'UMM pour le moment, mais les autres entreprises peuvent nous solliciter. Il n'y a pas de problème. Donc, au travers d'un questionnaire et d'un audit, on va conseiller le chef d'entreprise, lui dire un petit peu comment il se situe, ce qu'il faut qu'il améliore. Et quand il aura mis en place les actions correctives, il aura un certificat RSE UMM. Et quelles sont ces actions qu'on peut corriger? Enfin, là, vous intervenez pas uniquement sur le côté environnemental, il y a aussi le côté sociétal. Ah oui, absolument, oui. On regarde un certain nombre d'indicateurs, que ce soit au niveau des salariés, de la mixité, etc. Un certain nombre de critères qui sont repris et qui sont revus avec le dirigeant et améliorés si c'est nécessaire. D'accord, ok. Où est-ce qu'on en est du plan? Vous savez, il y avait un plan mené par la région Grand Est. L'idée, c'était en 2028 d'avoir 500 relocalisations. Alors ça correspondait à toutes les entreprises, mais c'est vrai que les industriels étaient en première ligne. La relocalisation, on en est où un petit peu? Il y a quand même eu des grandes annonces au niveau de la région Grand Est. Je crois que la région Grand Est est la région qui a le plus de relocalisation ou de nouvelles industries qui vont s'implanter. Donc on ne peut que s'en féliciter. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple, il faut aller convaincre les investisseurs, puis l'ambiance environnement en ce moment au niveau politique ne facilite pas la tâche, mais je crois qu'on peut être fier de ce qui a pu être réalisé au niveau de la région Grand Est. Ça va contribuer à renforcer l'industrie, à renforcer l'emploi généré par l'industrie. Et bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, la région ne pourra que récolter les fruits d'une telle politique, clairement. Très bien. Qu'est-ce que vous menez d'autre comme action pour l'UIMM? Évidemment, toujours la mixité, parce que on l'a évoqué tout à l'heure, donc on va continuer. On est en train de tourner des petits podcasts avec des femmes salariées dans les industries locales pour qu'elles puissent un petit peu témoigner et faire part de leur passion. Donc je pense que diffuser ça auprès des médias utilisés par les jeunes, ça ne peut que susciter l'envie de vouloir découvrir. Après, le premier pas est le plus dur, mais une fois qu'il est acquis, je pense qu'on a forte chance de garder ces dames. Est-ce que vous menez aussi une politique pour, au contraire, attirer les investisseurs internationaux? On a vu pendant le sommet Choose France en mai dernier, il y avait beaucoup d'entreprises internationales qui venaient dans le Grand Est. C'est quoi les atouts du Grand Est? Comment ça se fait qu'on est comme ça plébiscité? On est une des régions les plus performantes sur ce point. En fait, il y a une culture industrielle qui est forte dans la région Grand Est. Je crois que ça fait une différence, ça, vraiment. Ça fait une différence. On a une culture qui est là, un savoir-faire qui est là aussi. Je veux dire, depuis le 19e siècle, le Grand Est est quand même pourvoyeur de pas mal de grandes entreprises. Alors c'est vrai qu'il y a eu le textile, tout ça, mais après ça s'est reconverti, il y a des nouvelles choses qui se sont mises en place, et le savoir-faire est là. Donc je pense que c'est un atout déjà primordial. Les compétences, il faut un endroit, un lieu, donc on a des endroits, des lieux qui sont encore disponibles. Du foncier encore disponible. Et puis on a les compétences. Et derrière, on a un atout aussi, c'est notre réseau de pôles de formation. Parce qu'en fait, il faut à chaque fois former, ajuster les formations aux besoins de l'entreprise qui s'implante. Je prends un tout petit exemple. À Saint-Dié, on a une entreprise de bijoux qui s'est implantée. Au travers de notre CFA, on a mis en place des formations pour former aux spécificités de ce métier. Donc vraiment, c'est la polyvalence de nos outils, la proximité de tous les gens qui travaillent autour de l'industrie. On sait travailler ensemble. On a un savoir-faire, on peut proposer des formations, on peut les animer. Donc c'est tout l'atout de notre région. Les habitants n'ont pas peur de voir un industriel débarquer tout à coup sur leur territoire. Parce qu'on est d'abord et avant tout industriel. On a été toujours industriel. C'est une région fortement industrielle. On parlait un petit peu de politique. C'est vrai que l'actualité politique est plutôt chargée. Comment est-ce que vous l'avez traversée, vous, cette période chahutée en tant que présidente de l'UIMM? Et surtout, que vous ont dit les adhérents? En fait, le point qui
important, c'est le manque de visibilité, en fait. La difficulté pour les entreprises, c'est de prendre des décisions sans savoir demain s'il va y avoir des changements dans la politique de l'offre, dans les impôts, etc. Donc aujourd'hui, cette insécurité, elle n'est pas saine parce qu'en fait, les entreprises, pour prospérer, elles ont quand même besoin d'avoir un certain nombre de certitudes quant à leur environnement. Donc la première difficulté, c'est celle-là. Oui, sans compter qu'un industriel, quand il engage des investissements, généralement, ça se compte en millions d'euros globalement. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire machine arrière ensuite, quoi. Ouais, en fait, difficulté accrue pour ce qui concerne les investissements. Bon, je vous rappelle que déjà les taux d'intérêt avaient augmenté significativement. Pas de visibilité sur le chiffre d'affaires. Vous faites quoi? Ok, vous dites on va peut-être attendre, parce que ce qu'on pensait faire cette année, finalement, on va peut-être attendre un petit peu, clarifier, attendre la nouvelle loi de finances, voir un petit peu ce qui va se dire et faire. On a besoin de stabilité. Et je pense qu'il ne faut absolument pas revenir en arrière sur ce qui avait été mis en place, parce que sinon ça va nuire aux décisions qui pourraient être prises. Donc tout le monde est un peu en attente, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a besoin d'une industrie forte pour des territoires forts, on a besoin d'une souveraineté nationale et on a besoin d'une industrie performante pour maintenir notre modèle économique et social français, dont on peut être fier, il n'y a aucun débat là-dessus, mais on a besoin d'une industrie forte pour le maintenir. Donc, et au-delà des partis politiques, en fait, vous avez besoin de stabilité pour absolument. Miser sur le temps long, qui est absolument, le temps industriel. Parce que nous, on n'est pas sur un temps d'une année, on est sur un temps plus long. Quand vous investissez, c'est pour 5 ans minimum. C'est pas pour 1 an, c'est pas pour 6 mois. Donc, surtout qu'on sent les enjeux politiques aussi dans le Grand Est, puisque les ministres de l'Industrie, pour ne citer qu'eux, sont souvent venus. Je pense à Agnès Pannier-Runacher, à Roland Lescure. C'est quand même des ministres qui viennent souvent en Moselle, en Meurthe-et-Moselle. Dans les Vosges aussi, dans les Vosges ils sont venus aussi, nous voir plusieurs fois. Mais effectivement, on a de très beaux projets, de belles réussites, mais il ne faut pas casser la dynamique. Donc il ne faut pas arrêter cette politique de l'offre brutalement, il faut pas changer les règles du jeu brutalement. On a besoin de stabilité. Un petit mot sur le nouveau Premier ministre ? Non, écoutez, on attend qu'il constitue son gouvernement et qu'il nous fasse part de sa feuille de route. Et qu'est-ce qu'on peut espérer alors comme feuille de route pour les industriels ? Je viens de l'évoquer, une certaine stabilité et maintien de la politique de l'offre. Parce qu'encore une fois, je me répète, mais sans industrie forte, on n'aura pas de souveraineté nationale. On l'a vu au moment du Covid, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Et puis, on a besoin d'emplois, on a besoin d'industries qui continuent à investir. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nathalie Vaxelaire, d'avoir été avec nous. Et merci pour la qualité des échanges. Merci à vous. Quant à moi, je tiens à remercier encore une fois nos 2 partenaires qui rendent cette émission possible, l'Ordre régional des experts comptables du Grand Est, ainsi que la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Je remercie aussi l'entreprise Y-Vision qui rend possible l'enregistrement de cette émission. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission Business Class. À bientôt.